que le jour recommence et que le jour finisse. Bérénice de Jean Racine, acte 4, scène 5. À Moulay Ahmed Alaoui, à l'homme d'État, au maître spirituel, au parfait ami. In Memoriam. Août 2009. 15 août 2009, fête de l'Assomption. Le jour où j'ai osé parler. Nous avions rendez-vous dans un modeste restaurant du 14e arrondissement, tout près de Montparnasse. Comme chaque matin, j'avais consulté mon agenda de manière à me préparer à la journée de travail qui m'attendait. Quand je vis apparaître le nom de celui que j'avais invité à déjeuner, je tressaillis de joie. J'aimais beaucoup Charles Le Quintrec, de qui j'appréciais en particulier les poèmes. Il me semblait inspiré, mieux, habité. Cela tenait autant à l'élévation de sa poésie qu'à sa Bretagne natale. Comme je ne connaissais pas cette province, j'en étais restée à la fameuse matière de Bretagne, que j'avais rencontrée et qui me fit rêver lors de mes études médiévales. Avec Charles Le Quintrec, serait convoqué lors de ce déjeuner, et je m'en réjouissais par avance, Merlin l'Enchanteur, la fée Mélusine, des bardes tout droit sortis de la forêt de Brocéliande. Bretagne est univers, disait saint Paul Roux, un monde de légendes, de croyances, de folie que la Bretagne. Et régnant sur elle, un poète, un simple et humble poète, aux mains pleines de fleurs et d'étoiles. Je goûte tellement ce temps de l'attente que je ne dédaigne pas d'arriver à un rendez-vous 10 bonnes minutes plus tôt. Ma raison, cette hypocrite, me dicterait que j'agis ainsi pour être apaisé et dispos au moment où surviendra mon hôte. Ce qui ne serait que sagesse. En vérité, il n'en est rien. Mon désir d'attendre s'explique de toute autre façon. Ces minutes de silence se nourrissent déjà du bonheur de la rencontre. Mon invité est là bien avant d'être là. Et il est là parce qu'il y a de meilleur, de plus intemporel, j'allais dire, d'universel, alors que dès son apparition et la conversation une fois lancée, il m'arrivera de le voir attaché à l'instant, intéressé par un détail, bref, tout à fait quotidien. Cela se joue à qui tout double. Les enjeux dépassent et de beaucoup les conventions d'une invitation et les plaisirs d'un déjeuner. À une condition, que l'être ainsi attendu mérite ses soins, cette attention, cette patience. Tout en dégustant à petite lampée un americano, je laisse monter en moi telle ou telle maxime de Le Quintrec, notamment celle-ci. Nous sommes au monde non pour en amasser les biens, mais pour en dilapider les vraies richesses. Maxime qui, à cause de l'expression « les vraies richesses », me renvoie aussitôt à Jean Giono, le barde de Haute-Provence. D'un mot à l'autre, d'une lecture à une autre, ma pensée ricoche, galéron et plat lancé à la surface de l'eau. Étrange tout de même qu'un titre de Giono, les vraies richesses justement, me détourne du sens véritable de cette maxime, si proche en sa formulation d'un texte évangélique. Une fois de plus, je m'en veux comme je ne saurais dire. Léger, si léger le bonhomme, et sautillant à proportion. Le caractère joyeux et de prime saut qu'on se plaît à m'accorder ne serait-il qu'une fuite devant la tristesse ? Comme pour me mettre à l'épreuve, s'impose à moi, tout à coup, cette autre maxime de Charles. Surprendre Dieu dans le songe des mondes qui débordent de lui. Celle-là, je me revois la cochant avant de lever le nez de ma lecture, troublé, ému, songeur,
ainsi qu'il m'est arrivé en haute montagne devant un panorama que l'étroitesse du vocabulaire me condamnait à qualifier de grandiose. Cet amoncellement de rocs, de précipices, ces profondeurs vertes du glacier, avec ces immenses élancements de granit, ces dévalements de pierre et de neige, est-ce vraiment tout cela qui était grandiose? Ou plus simplement le sentiment mêlé de frayeur et de ferveur qui me saisissait alors? Le voici. Il y a du Louis Guillou en lui, sauf qu'il ne porte pas, comme son illustre aîné, une casquette à pompons. Engoncé dans une veste de marin à grand rabat, petit, râblé, ventru, le visage aussi rond que l'est son crâne, il s'assied en me priant de l'excuser de son retard. Charles n'arrête pas de s'excuser. Être là, écrire, publier des livres et même vivre, tout lui est motif à excuse. Il croit n'être pas aimé. Au vrai, comme nous tous, il ne laisse pas de rechercher une légitimité aussi nécessaire que fallacieuse. En dépliant sa serviette d'un geste large et assuré qui trahit le bon vivant, il lâche tout à trac. 30 ans que je suis entré en poésie. Ce diable d'homme aurait-il perçu, en approchant du restaurant, que je méditais sur une de ses maximes? Tu te rends compte, répétait-il à voix basse, comme s'il parlait à lui-même. En poésie ou en religion? Il sourit à ma question, et de la main lisse la nappe. Il ne supporte pas la moindre miette. Et pour lui, un mot de trop, c'est une miette, puisque dans son esprit, religion est synonyme de poésie. Sot que je suis. À un précédent déjeuner, ne m'avait-il pas dit « On m'a gâché Dieu » ? Trop d'enfer, trop de culpabilité, trop de péchés ont accompagné le Dieu de son enfance, coincé qu'elle fut entre des prêtres funèbres et de funestes vieilles femmes, un Dieu accablé de marins péris en mer, de veuves aigries, de tempêtes que l'on supportait en se signant et de la misère qui fut la sienne, avec ses odeurs fades de soupe aux choux, d'humidité et de pièces mal aérées, sur fond de tuberculose. Quand il avait lancé « On m'a gâché Dieu », son visage s'était contracté sous l'empire d'une profonde souffrance. Lèvres serrées, il avait craché ces mots, comme à regret. Se dire et se taire à la fois, ainsi vont les secrets les plus douloureux. Car ce Dieu, il n'a pas cessé de l'aimer, de le servir, en bombarde qui se respecte. Vert tendu à hauteur de son visage, la paupière mi-close, il admire la couleur du vin, se plaît à exalter sa robe. Charles n'est pas seulement un bon vivant. Il ne méconnaît pas les avantages et les bienfaits dont son talent d'écrivain l'a comblé. Ce vin que nous avons choisi ensemble, y aurait-il goûté s'il était resté miséreux? Il tient à présent son verre entre ses deux mains, comme s'il s'agissait d'un calice. Tout geste devient avec lui une action de grâce, à tel point que je ne peux m'empêcher d'être émue quand je le vois fermer les yeux au moment où il déguste sa première gorgée. Sais-tu quel rêve j'ai fait ? Me demande-t-il après avoir claqué la langue en signe de vive satisfaction. Il se penche vers moi, me dévisage à la manière d'un mendiant aux abois, tout à tour suppliant et quémandant. Qu'a-t-il donc à me raconter de si important ? C'est l'instant que choisit le serveur pour disposer devant chacun de nous une grande assiette de ragoût. En dépit du fumet qui devait nous inciter à nous abandonner, Charles toque la table de son index. C'est sa façon de me rappeler à l'ordre. Ah oui, ce rêve. Figure-toi, reprend-il, que je me trouvais dans une clairière. C'était la nuit, les étoiles tombaient tout autour de moi,
Elle palpitait comme si la lumière qu'elle diffusait correspondait à une palpitation. Armée d'une bêche, je courais d'une étoile à une autre, creusais le sol, conscient que je devais les enfouir avant qu'elles ne vinssent à s'éteindre. Tel était mon travail. Je comprenais obscurément qu'il m'appartenait d'ensemencer la terre. Épuisé par cette tâche, angoissé par sa gravité, je contemplais la voûte céleste, puis la clairière, craignant que la voie lactée ne disparût et que mon ensemencement ne servît à rien. Par bonheur, mes craintes étaient vaines. Plus j'avançais dans mon travail, plus je me surprenais à célébrer la surabondance divine. Passant une main, lasse, sur son front, il se tait. S'en veut-il de son impudeur? L'évocation de ce songe l'a-t-il fatigué? Ce serait mal le connaître. La fourchette de nouveau gaillarde, le voici élogieux devant le fondement des pommes de terre, la tendreté de la viande, l'onctueux de la sauce. Étonnant garçon, tout en bon et rebond. Rembrandt, à qui j'avais consacré naguère un petit livre, aurait aimé à le peindre. Rubicon, un verre à la main, une jeune femme sur ses genoux, dans un chatoiement de couleurs chaudes, tandis que son regard, contre toute attente, démentirait cette fête en fixant avec désespoir un crâne, une de ces vanités que les peintres d'alors opposaient au plaisir du monde. Ce déjeuner, à la promesse duquel je m'étais préparé au saut du lit, prenait une sombre coloration. Ce qui aurait dû n'être que joie conviviale, rencontre amicale, échange littéraire, se chargeait de gravité. Je n'étais pas étranger à ces métamorphoses. Charles non plus. À telle enseigne que, le repas presque terminé, nous nous regardions sans trop savoir que nous dire. Tout se passait comme si nous avions épuisé l'envie de converser. Je pestais au-dedans de moi lorsque Charles me pria de lui tendre ma main. Gauche. À quelle fin cette requête? Je suis un peu sorcier, bougonna-t-il, avant de préciser. Je lis dans les lignes de la main. J'acceptais, bien que j'eusse toujours refusé de me prêter à cette pratique, non que la vérité risquât de me déranger, à supposer que des révélations pussent surgir de cette lecture, mais parce que, mû par une antique crainte révérentielle, je jugeais contraire aux arrêts de Dieu de vouloir découvrir l'avenir. J'en étais là, lorsque le Quintrec, livide, repoussa ma main avec quelque brusquerie. De ses doigts tremblants, il effleura son front, comme s'il voulait en chasser des pensées. « Que se passe-t-il? Que se passe-t-il » demandai-je dans l'urgence. Il secouait la tête, n'osait pas me regarder, et finit par murmurer « Rien, rien » dans un soupir. Son attitude m'intriguait. Pis, elle m'effrayait. Qu'avait-il vu dans ces entrelacs de lignes? Quel signe funeste ou fatal? On nous servit le café. Heureuse diversion. J'en profite pour essayer de mettre du lien entre nous. Souhaite-t-il conclure ce déjeuner par un alcool? Je le sais amateur de bas armagnac. Il ne répond pas. De temps à autre, il jette vers moi un regard apeuré. C'en est trop. Je désire en avoir le cœur net, comme on dit. À chacune de mes demandes insistantes, il n'a cessé d'opposer des « non, je ne peux pas » ou « cela m'est interdit » ou encore « je refuse » en agitant sa main dans un geste de dénégation. Situation extravagante, folle, dangereuse.
N'allions-nous pas nous fâcher, nous qui étions les meilleurs amis du monde? Des mots excessifs ne blesseraient-ils pas l'un ou l'autre? Je me méfiais des réparties incontrôlées, des sentiments exacerbés, depuis que j'avais appris qu'en arabe, paroles et blessures ont une même racine. La lassitude l'a-t-elle emporté en lui? Toujours est-il que, devenu solennel, il déclara main posée sur la table, épaules rejetées en arrière, « Puisque tu y tiens », et d'ajouter une ultime mise en garde, à tes risques et périls. Il s'avança alors à découvert, mais avec prudence. Ce que je viens de voir dans ta main, je ne l'avais jamais vu. Plus encore, jamais je n'aurais pensé que cela fût possible. Sur quoi il se rengorgea. Le Quintrec était sans doute le seul de mes amis écrivains qui usa avec une pareille délectation de l'imparfait du subjonctif. Revanche du pauvre, m'avait-il confié. Donc, osais-je soudain intimidé par cette entrée en matière digne d'un notaire de province? Tu es mort. Mort? Mort et bien mort. Pas de doute là-dessus. C'est l'instant que choisit le patron du restaurant pour m'informer que nous étions ses derniers clients et qu'il allait fermer son établissement. Précédé de son ventre, le bonhomme en imposait avec son grand tablier blanc qui descendait jusqu'à ses chevilles et son foulard blanc autour de son cou à la façon d'un voyou de la contrescarpe. Habitué de sa table, amusé de l'entendre parler de son établissement avec des coquetteries hors de saison, je n'arrêtais pas, lorsqu'il m'arrivait d'être seul, de me le représenter au milieu de ses casseroles, dans les rougeoiements de ses fourneaux, général d'une improbable armée, avant de le voir passer sa face rubiconde dans l'entrebâillement de la porte et lancer je ne sais quel commandement à l'adresse du serveur. Il y avait du démiurge chez lui. Il n'était jamais aussi impressionnant qu'au moment où son épouse, ayant baissé les lumières, il apparaissait plus bedonnant que de raison, portant avec componction une omelette norvégienne, son visage éclairé par les flamèches bleutées de l'alcool en feu. L'enfer avait alors toutes les séductions. Charles était libre jusqu'au dîner. Le temps de prier ma secrétaire d'annuler mes rendez-vous de l'après-midi, j'entraînais mon ami dans une promenade inattendue. Il me fallait m'expliquer et surtout m'excuser, car lorsqu'il m'avait annoncé d'une voix sépulcrale que ma ligne de vie s'arrêtait, preuve évidente que j'étais mort, j'avais ri d'un rire stupide. Un de ces rires qui ne me grandissaient pas, derrière lesquels je me retranchais ou je m'efforçais de mettre de la gaieté, à défaut de joie, et que je savais méprisant. Je dois te dire... Par où commencer? Que dire seulement? Ce qui m'était arrivé en juillet 1951 à Bâle avait-il vraiment eu lieu? À la fin, m'expliqueras-tu? Expliquer? Expliquer, c'est vite dit. Il n'y a rien à expliquer. Le fait est que je suis mort. Sur ce point, tu ne t'es pas trompé. Jusqu'à ce jour, jamais je n'avais osé parler de ces choses étranges et belles qui nous viennent d'un monde que nous ne connaissons pas et dont nous avons la nostalgie. Tel un puisatier jette pour la première fois un seau dans le puits qu'il vient de creuser et attend que lui parvienne le bruit du seau entrant dans l'eau, qu'il voit miroiter doucement dans la pénombre. J'ai fait effort, tremblant et inquiet, pour percer la couche de silence, d'oubli et d'indifférence qui s'était accumulée durant toutes ces années. Pour gagner du temps, médiocre stratagème, je me suis lancée dans une exploration de mon silence. Raconter mon aventure m'eût paru indécent,
Qu'en dire? Du tranchant de la main, Charles a coupé l'air en deux. Tu tournes en rond, va droit au but. Dis-moi ce qui s'est passé. Quelle violence tout à coup dans sa voix. Je ne le reconnais plus. Ses lèvres sont pincées. Une pâleur se répand sur son visage. À part soi, comme dans un murmure, il lâche. Essentiel. Tout cela est essentiel. Me vient alors une idée, un mot, un soupir. Trésor. Toute l'attitude de Charles exprime une soif, une faim, une terrible et furieuse envie d'avoir accès à ce qu'il pressent, devoir être un trésor. Eh bien, voici, dis-je enfin. Les mots sont venus sans effort, tout naturellement, comme si je récitais une leçon dès longtemps apprise et que j'eusse oubliée sans qu'il me fût possible de donner les raisons de cet oubli. J'avais tout à coup 19 ans. Autour de moi se tenaient 2 infirmières, celle-là même qui m'avait accompagnée tout au long de cette aventure. J'avais appris qu'elles étaient protestantes, qu'on les appelait Schwester, qui signifie sœur, en ajoutant leur prénom, ainsi qu'il se fait chez les sœurs catholiques. Quant à l'hôpital, il s'agissait du Bürgerspital, un établissement tout récent, devant lequel j'étais passé une semaine plus tôt en me disant qu'on aimerait à y être soigné. J'étais servie, et plus vite que je ne l'eusse souhaité. Tout avait commencé dans la nuit. Douleur abdominale, soif intense, vomissements, fièvre, tremblements. Pour apaiser le feu qui me dévorait, je n'avais d'autre solution que de boire, boire et boire encore, ce qui aggravait mon état sans que j'en fusse conscient. L'hôtelier chez qui je logeais et que j'avais appelé à mon secours avait refusé de m'aider. Si bien que j'avais dû attendre que le jour parût pour voir arriver un médecin, lequel vit aussitôt la gravité de mon état et me dirigea vers le Bürgerspital, seul à même, selon lui, de me tirer de là. Durant le trajet en ambulance qui allait de Saint-Louis, ville frontière, à Bâle, je m'interrogeais sur l'expression employée par le médecin « tirer de là ». J'allais être éclairé sans tarder. À peine arrivé à l'hôpital, je vois se pencher au-dessus de moi un chirurgien qui me demande tout à trac si je suis catholique, si je suis croyant, et qui, devant mes hochements de tête affirmatifs, fait appel à un prêtre. C'était un vieil homme. Comme on poussait avec force mon chariot, ce prêtre s'efforçait de rester à ma hauteur. Essoufflé, bégayant, prenant parfois appui sur le chariot, il me donna ainsi l'extrême onction. Était-ce l'agitation dont j'étais l'objet? La propreté, le silence des lieux, ce sacrement? En tout cas, j'entrai dans la salle d'opération avec beaucoup de sérénité. Tout comme le médecin alsacien appelé en urgence, ce chirurgien bâlois paraissait déterminé à me tirer de là. Ce qu'il advint de moi se résume à présent en un souvenir. Je me vois couché sur la table d'opération. L'équipe médicale s'affaire autour de moi. Particularité de cet instant, je m'éloigne de plus en plus de mon corps en un mouvement ascendant. Soudain, j'entends un bruit de fin de monde ou de commencement du monde, et je me trouve dans une nuit absolue. Seule certitude, je continue à m'élever. Mais quel est donc ce jeu? Je me réduis aux sensations qui me parcourent. L'ascension se poursuit avec lenteur, avec douceur.
tandis que je m'aperçois que de la nuit noire, je passe insensiblement à un bleu nuit très sombre, puis un peu moins sombre, cependant que l'éther dans lequel je me déplace se met à scintiller. C'est le bonheur. Un bonheur insensé. Un bonheur parfait. Je suis bien. Plus rien ne peut m'atteindre. Enfin, je me sens légitime. Tout va bien. Là où je suis, il n'y a plus ni mieux ni pis, tout est bien. Et je poursuis ma montée. À présent, le bleu s'est éclairci. Il me semble entrevoir, loin, très loin encore, une sorte de trouée de lumière. Béatitude, voilà, le mot est lâché. Béatitude. Ce que je nommais bonheur, c'était donc une béatitude. Mais que se passe-t-il? Je ne bouge plus. À peine une légère vibration m'agite. Je suis en suspens, telle une libellule au-dessus d'une pièce d'eau. Est-ce pour cela que j'aime tant les libellules? Et puis avec la même lenteur, la même douceur, j'entreprends la descente. Qu'en dire? Une angoisse m'étreint. Terrible, insupportable, suffocante cette angoisse, à laquelle se mêle de la nostalgie, tristesse infinie, chagrin. L'immense béatitude dans laquelle j'ai évolué connaît là son envers. Et soudain, et de nouveau, ce bruit de fin du monde, énorme, apocalyptique, ce bruit. Et soudain, et de nouveau, la salle d'opération, l'équipe médicale, la table, mon corps que je rejoins avec lenteur, avec douceur. Des larmes roulent sur les joues de Charles. Il bégaye. Ainsi, tu as connu cela? Cela, oui, c'est le mot. Il n'y en a pas d'autre. Mort? Tu te rends compte? Non. Mais que vas-tu faire de cela? Que lui répondre? Cette ancienne histoire est désormais si neuve, si nouvelle d'avoir été racontée. Je vais devoir m'habituer à vivre avec elle puisque j'ai osé la rendre publique. Peut-être Charles, sans le savoir ou le sachant, m'aura-t-il grandement aidé à faire venir au jour ce que je m'obstinais à garder secret, caché, non advenu. Quand nous nous sommes quittés, j'eus l'impression d'être différent. Ni meilleur ni pire, mais différent.